T'as déjà vu cet homme dans un film Marvel. Ici dans Spider-Man No Way Home, là dans Deadpool et Wolverine, ou encore dans Iron Man ou Avengers Endgame. Vous connaissez ou vous avez tous déjà vu Happy Hogan, l'ancien chauffeur de Tony Stark, devenu le bras droit de Stark Industries. Pourtant, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est pas le personnage gentil et drôle devant la caméra, c'est l'homme de l'autre côté. Un réalisateur, un producteur, un pilier sans lequel rien de ce qu'on connaît du MCU n'aurait pu exister. Entre l'ombre et la lumière de Marvel Studios, aujourd'hui on parle de Jon Favreau. Pour bien comprendre toute cette histoire, on va devoir revenir en arrière en 2005. À cette époque, Marvel Studios n'existe pas vraiment. Marvel a vendu les droits de ses personnages les plus connus à d'autres studios. Spider-Man chez Sony, les X-Men et les 4 Fantastiques sont chez Fox et Hulk est chez Universal. Donc la maison Marvel gagne de l'argent sur ses films, mais très peu. Ils n'ont aucun contrôle créatif. Ils regardent d'autres studios faire des films avec leurs propres personnages. Pour essayer de changer tout ça, en 2005, le conseil d'administration de Marvel approuve un plan risqué. Ils négocient un prêt de 525 millions de dollars avec Merrill Lynch pour créer leur propre studio et produire leurs propres films. Mais pour obtenir une si grosse somme d'argent, ils doivent mettre quelque chose en garantie. Ils négocient alors les droits cinématographiques de 10 de leurs personnages, dont par exemple Doctor Strange, Captain America ou Black Panther. Si leurs 4 premiers films perdent de l'argent, Marvel perd les droits de tous ces personnages, c'est un énorme pari. On est en 2006 et le premier film qu'ils choisissent de produire, c'est Iron Man, un personnage que le grand public ne connaît pas, et pour le réaliser, ils embauchent Jon Favreau. À cette époque, Favreau est connu pour deux choses. Swingers, une comédie indépendante qu'il a écrite en 1996, et Elf, la comédie de Noël avec Will Ferrell, parue en 2003. À ce moment-là, personne ne l'associe à un blockbuster d'action. Mais Kevin Feige, qui deviendra officiellement le chef de Marvel Studios en mars 2007, voit dans Elf quelque chose de précis. Un réalisateur capable d'en créer un personnage fantastique dans le monde réel et tout ça avec un petit budget. Je vous passe les détails, mais Favreau arrive sur le projet et il sait très vite ce qu'il veut pour Tony Stark. Robert Downey Jr. À cette époque, le problème c'est que Robert Downey Jr. c'est pas l'acteur le plus en vogue à Hollywood. Entre 1996 et 2001, il a été plusieurs fois arrêté pour des problèmes de drogue, il est aussi passé par la case prison, il est très loin du Robert Downey Jr. qu'on connaît aujourd'hui. Le conseil d'administration de Marvel dira même non au début pour son casting. Mais Favreau a une idée. Pour convaincre Marvel, il organise un screen test. Il met Robert devant la caméra, et là, tout change. Tous ceux qui voient l'essai sont convaincus. La décision est prise, on a enfin notre Tony Stark. Et petite anecdote en plus, des années plus tard, Kevin Feige dira même que c'est probablement une des plus grandes décisions de l'histoire de Hollywood. Je pense qu'on est tous d'accord avec lui. Très rapidement après ça, le tournage d'Iron Man commence. Et là-bas, c'est le chaos. Le script n'est pas terminé quand il commence le film, Favreau et Robert Downey Jr. restent après les journées de tournage pour réécrire et improviser les scènes ensemble. Par exemple, la scène où Pepper et Tony avec son réacteur Arc est entièrement improvisée par Robert Downey Jr. et Gwyneth Paltrow. Pour Jon Favreau, ce film, c'est un petit film d'art indépendant déguisé en blockbuster. Et il s'amuse tellement avec ça que pendant la production, il décide de se donner un petit rôle. Celui de Happy Hogan, le chauffeur et garde du corps de Tony Stark. Alors certes, c'est un rôle secondaire qui semble anodin à l'époque, mais des années plus tard, il dira que c'est la chose la plus intelligente qu'il ait jamais faite. Ses apparitions en Happy Hogan lui ont permis, d'après ses propres mots, de payer l'école de ses enfants. Je suis pas sûr qu'il avait vraiment besoin de ça. Après ces quelques mois de production, Iron Man 1 sort le 2 mai 2008 en salle. Le film fait 585 millions de dollars au box-office, c'est un triomphe critique et commercial total, Marvel peut souffler. Mais le vrai moment historique, il arrive à la toute fin du film. Mr. Stark, you become part of a bigger universe. Samuel Jackson, en Nick Fury, dit à Tony Stark « Vous faites partie d'un univers bien plus grand ». Cette phrase-là, c'est Kevin Feige qui a poussé pour l'inclure dans cette scène. Jon Favreau, lui, a reconnu qu'il ne comprenait pas totalement l'idée, mais ils ont décidé de tenter le coup, et cette scène de 30 secondes a lancé le concept de tout le MCU. La plupart des réalisateurs qui viendront après lui suivront le modèle qu'il a établi avec Iron Man 1. Favreau a tout réussi, le casting, le ton, le film, le lancement d'un univers entier, mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que le monde qu'il vient de créer va bientôt lui échapper. Assez logiquement, après le succès d'Iron Man 1, Marvel demande à Favreau de revenir pour la suite. Mais cette fois, les règles ont changé. Le MCU grandit, Thor est prévu pour 2011, Captain America aussi, les Avengers pour 2012, et tout doit être connecté. Notre Jon se retrouve à devoir intégrer dans son film des éléments qui servent les futures franchises de Marvel. L'introduction de Black Widow, le développement de Nick Fury et du Shield, Iron Man 2 n'est plus juste un film sur Tony Stark. Et malheureusement, le temps manque. Sur Iron Man, Favreau avait environ 2 ans de production avec une grande liberté créative. Sur Iron Man 2, Marvel lui donne moins de temps pour un film beaucoup plus ambitieux. Jon décrira même le processus comme épuisant, l'équipe s'est retrouvée en sur-régime avec un calendrier serré et des demandes constantes pour le script et le casting. Alors Iron Man 2 sort en 2010, le film fait environ 40 millions de plus que le premier au box-office, mais il coûte environ 60 millions de plus à produire. En plus de ça, les critiques sont plutôt mitigées,
Le film est vu comme trop chargé, trop au service du MCU plutôt qu'à sa propre histoire, et Favreau, ça il le sait. Il sent que ce qu'il aimait dans Iron Man, la liberté de trouver le film en le faisant, l'improvisation, le rapport intime avec ses acteurs, est en train de disparaître sous le poids de la machine du MCU. La suite de notre histoire continue en fin d'année 2010. Et là, coup de tonnerre, Favreau annonce qu'il ne réalisera pas Iron Man 3. Vous vous doutez bien, c'est un choc. Le réalisateur qui a lancé tout le MCU quitte la réalisation de sa franchise. Dans une interview avec MTV News, il explique sa décision. Il dit « En théorie, Iron Man 3 va être une suite ou une continuation de Thor, Hulk, Captain America et Avengers. Tout ce monde, je sais pas ce que c'est, je pense que eux non plus, d'après les conversations que j'ai eues avec eux. » Il ajoute que Captain America et Thor sont les priorités de Marvel à ce moment-là. Et lui, ça le frustre de savoir que l'univers dans lequel Iron Man évolue soit en perpétuel mouvement sans qu'il puisse faire quelque chose. Alors après, il n'y a pas que ça, c'est un mélange de tout. C'est l'épuisement de Iron Man 2, la perte du contrôle créatif, le rythme de production qui s'accélère. Jon Favreau tourne en rond, il veut un nouveau défi, il annonce alors qu'il va réaliser Magic Kingdom pour Disney. Un projet qui ne verra finalement jamais le jour. Les années qui suivent, il va quand même garder un certain lien avec Marvel. Il reste producteur exécutif sur Avengers en 2012 et sur Iron Man 3 en 2013. En plus de ça, il continue de jouer Happy Hogan, mais il ne dirige plus. Il regarde de loin l'univers qu'il a créé, grandir sans lui. Et puis, en 2014, il fait chef. Il écrit le film, il le réalise, il le produit et il joue même le rôle principal. Alors ce film, c'est l'histoire d'un chef talentueux qui travaille dans un grand restaurant à Los Angeles. Son patron lui impose le même menu, lui interdit d'innover, lui demande de donner au public ce qu'il attend. Le chef craque, quitte le restaurant, achète un food truck et retrouve sa passion en faisant des choses à sa manière, sur la route, avec son fils. Comment ne pas faire le parallèle avec ce qu'il a vécu chez Marvel ? Le grand restaurant, c'est le système des blockbusters. Le patron contrôlant, c'est la voix des studios. Le food truck, c'est le retour à la liberté créative. BuzzFeed titrera même comment le nouveau film de Jon Favreau est en fait une métaphore de sa carrière. Alors notre Jon, il n'a pas confirmé explicitement cette lecture, mais le parallèle est difficile à ignorer. Alors le film Chef est un succès. Les critiques adorent, le public aussi. Ça relance complètement sa carrière de réalisateur. Et c'est justement à ce moment-là que Disney se tourne vers lui. Pas Marvel, Disney. En 2016, le géant américain lui confie Le Livre de la Jungle, un film presque entièrement CGI avec un seul acteur humain sur l'écran. Le film est un succès massif, alors en 2019, 3 ans plus tard, on lui demande de réaliser Le Roi Lion, un remake réaliste entièrement numérique. Et le film cette fois-ci fait 1,6 milliard de dollars au box-office mondial, un réel succès. Et pendant ce temps-là, Jon Favreau, il a jamais coupé le lien avec le MCU. Happy Hogan apparaît dans Spider-Man Homecoming en 2017 et il est toujours producteur exécutif sur les films Avengers. D'ailleurs, en 2019, sur le tournage d'Endgame, il y a une anecdote plutôt sympa que j'aimerais vous raconter. Quand John apprend que Tony Stark va mourir dans le film, il appelle les frères Russo pour essayer de les dissuader. Joe Russo a même raconté la scène, je me souviens d'arpenter le coin d'un plateau au téléphone avec Favreau en essayant de le calmer. Il disait « Vous pouvez pas faire ça, ça va dévaster les gens, vous voulez pas qu'ils sortent du cinéma et marchent sur la route. » Et les Russo vont quand même le faire. Favreau voit le film terminé et il admettra qu'il avait tort. L'homme qui a lancé la carrière cinématographique de Tony Stark essayait de le sauver une dernière fois, mais il a dû le laisser partir. Pour revenir à son histoire, on est dans ses belles années. Entre 2016 et 2019, Disney lui fait totalement confiance. Et c'est pour ça qu'en 2018, Disney a besoin de lui. La franchise Star Wars traverse une période difficile, les fans sont divisés après les derniers films, donc le géant américain lui confie un nouveau défi. Jon Favreau va alors créer la première série Star Wars en live-action de l'histoire, The Mandalorian. Dans cette série, sans rentrer trop dans les détails, Favreau fait exactement ce qu'il avait fait avec Iron Man en 2008. Du storytelling simple, centré sur un personnage humain et attachant. Pour la série, il ira même jusqu'à développer la technologie du volume, un plateau entouré d'écrans LED géants qui projettent les décors en temps réel autour des acteurs. Cette technologie révolutionne la façon dont les films et les séries sont produites. Notre Jon est quand même très très fort. Alors la série The Mandalorian sort en 2019 avec le lancement de Disney+. C'est un succès massif, Grogu surnommé Baby Yoda par le public devient un phénomène culturel mondial. Favreau fait avec Star Wars ce qu'il avait fait avec le MCU, il trouve le ton juste. Happy Hogan lui continue d'apparaître, Spider-Man Far From Home en 2019, No Way Home en 2021 et même Deadpool et Wolverine en 2024. Il est l'un des personnages les plus constants du MCU. Aujourd'hui, Jon Favreau en 2026, il réalise The Mandalorian and Grogu, le premier film Star Wars en salle depuis 7 ans qui sort le 22 mai 2026. Et cette même année, Robert Downey Jr., l'acteur que personne ne voulait engager et que Favreau a imposé contre l'avis de tout le monde, revient dans le MCU en décembre 2026. C'est indéniable, Jon Favreau est une des personnes les plus importantes de tout l'univers Marvel. Si on peut voir Robert Downey Jr. en Doctor Doom, c'est en partie grâce à lui. Et honnêtement, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire après. En tout cas, n'oubliez pas que Happy Hogan est toujours là, quelque part en arrière-plan. Merci à lui d'avoir participé à la création de ce si bel univers.
Dites-moi en commentaire si vous connaissez son histoire. Merci encore de m'avoir écouté, à bientôt.